on peut. Ah, la 3, Mais sous une valeur différente de valeur légèrement. Avec un peu de chance, on perd le celui-là. Parce que des fois, il y a des trucs qui font détruire des cartes en soutien. Alors, t'es content d'avoir une fenêtre en soutien. Moi, c'est Ludovic. Je travaille chez Yellow, puisque c'est une vidéo Yellow. Je suis chef de projet là-bas. Ça veut dire que je gère des projets. Et notamment la gamme mini en ce moment, c'est pour ça qu'on est venu ici, pour vous présenter les sorties à venir. Moi je suis Théo, je passe aussi chez Yellow, où j'ai 3 casquettes à la fois. Je suis aussi chef de projet comme Ludovic, mais pas à plein temps. Donc je fais exactement la même chose que lui, la gestion de projet, mais vachement mieux. Je suis aussi responsable de l'événementiel, donc c'est l'organisation d'événements avec les boutiques, la participation au salon, et au gros salon où on se déplace et au plus petit salon où on soutient les événements en envoyant des choses et en participant avec les gens. Et de manière beaucoup moins rigolote, je gère également le service après-vente. On a vu qu'il y avait une mouvance de jeux minimalistes, qu'il y avait pas mal de jeux intéressants qui sortaient dans cette mouvance, et on avait envie de les sortir. Cette gamme s'inscrit dans cette mouvance, c'est dans un petit contenant. On arrive à avoir des sensations d'un gros jeu en fait. Sail to India, en route vers les Indes, est un bon exemple. C'est-à-dire avec très peu de matériel, on arrive à avoir des sensations de jeu de cube en bois avec beaucoup de matos. Là, on a vraiment décidé de se dire, ok, on fait une gamme qui sera des jeux qui peuvent être différents au niveau game design, mais qui auront une identité de gamme qui sera tout de suite beaucoup plus forte, notamment au niveau du design, où on a choisi de faire ce design épuré de boîte blanche avec une illustration, les noms sont à peu près au même endroit, la tagline va être au même endroit, tout comme les logos. Donc l'idée c'était vraiment de créer presque une vision de dans ma ludothèque, je vais aligner tous mes jeux de la gamme mini et ça sera vraiment chouette. Le premier, Héros alloué. Donc on est sur un petit jeu de bluff où on doit recruter une équipe de héros pour défendre un village. On a 7 types de héros différents. Un tour de jeu est selon des contraintes dans lesquelles je vais pas me risquer à expliquer. On va devoir faire passer une carte face cachée à notre voisin qui va pouvoir choisir de l'accepter ou non. Le twist étant que s'il l'accepte et qu'il l'avait déjà, il va défausser les 2 exemplaires qu'il avait devant lui. Donc on a tout intérêt à essayer de lui envoyer un petit truc qui l'arrange pas en se disant qu'il va peut-être l'accepter et que ça va le pourrir. Mais en même temps, dès qu'un joueur recrute son 6e héros différent, il va gagner la partie. Donc il y a aussi cette dimension de je vais lui passer ça et s'il le prend pas, peut-être que ça pourrait revenir jusqu'à moi et ainsi pouvoir compléter ma collection. Couplé à ça, chaque héros a un petit pouvoir en plus qui va ramener un petit peu de stratégie et un peu plus dans le jeu. Celui-là est très différent du premier. On vous a dit c'est pas une logique forcément de game design, c'est une logique plutôt de concept. Donc là on est dans un jeu de gestion de cubes, enfin, un jeu de gestion avec des cubes en bois et des petits disques aussi. Très minimaliste et c'est un jeu où le but c'est de faire le plus de points de victoire comme dans tous les jeux de gestion classiques. Le petit twist c'est que on va avoir des petits cubes qui vont représenter nos ouvriers, nos bateaux, qui nous serviront à compter nos sous, à compter nos points de victoire. Donc il apporte énormément de frustration justement dans cette gestion des cubes. Il va falloir se dire, ben là mon cube, ben, il va pas me servir à compter mes points de victoire, mais je vais devoir m'en servir pour aller naviguer vers les Indes, justement aller découvrir de nouveaux territoires. Et tant pis, je vais sacrifier des points de victoire pour cela. La bonne frustration, la frustration gentille qui fait de la frustration qui plaît aux gros joueurs. En fait. Je sais pas. T'as jusqu'à la fin du sablier. J'ai fait une tête, alors si vous faites une tête, on a le droit de le péter. On a le droit de le péter. Non, Le 3 on l'a pas, mais on peut vaguement en parler. Ouais. C'est un jeu à 2, ça s'appelle Agent Hunter. On est en train de refaire tous les graphismes, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le présenter ici. Puis on s'est dit un jeu à 2 joueurs pour une soirée jeu, c'était un peu moins sexy quoi. Enfin, un peu moins pratique à sortir. C'est un jeu d'espionnage. Chaque joueur joue une agence d'espions. Et le but, c'est qu'on aura devant nous des planques, et c'est de faire tomber les planques adverses. C'est avec 20 cartes, une dizaine de jetons, et la mécanisme c'est super malin. C'est prévu pour février, et voilà. Le 4e c'est Welcome to the Dungeon, qui était Dungeon of Pandom au Japon, c'est un jeu japonais. On joue des aventuriers qui se trouvent devant un donjon, et celui qui aura les plus grosses va rentrer dans le donjon. Donc à chaque tour, soit on pioche, soit on passe. Quand on pioche un monstre, on a le choix de dire ce monstre sera dans le donjon, ou ce monstre ne sera pas dans le donjon, mais celui qui va rentrer dans le donjon, il aura cette pièce d'équipement en moins. C'est une phase d'enchère un peu, on va dire un peu inversée, c'est-à-dire on enchérit, mais c'est de pierre en pierre pour celui qui va aller dans le donjon.
Et au bout d'un moment, tout le monde aura lâché l'affaire, sauf un. Et on va regarder s'il traverse effectivement le donjon ou pas avec les équipements qui lui restent. Pour ceux qui connaissent la version japonaise, c'était vendu avec un set d'équipements et un aventurier. Une des raisons pour lesquelles on met un petit peu de temps sur le développement, c'est prévu pour mars 2015. C'est parce qu'on a souhaité, avec l'aide de l'auteur bien sûr, d'enrichir un peu cette version. Et on proposera 4 sets d'équipements différents couplés à 4 aventuriers. Le numéro 5, on l'a pas ici, c'est Illusion de Deinco. Donc Deinco avait sorti un jeu de discrimination, on peut appeler ça comme ça, mémoire, discrimination mémoire. Visuel, mémorique, enfin un truc comme ça quoi. Quand on ressort, qui sera illustré par Nayad. À la base, le jeu c'était un jeu de fleurs, il y avait 10 fleurs différentes en 5 exemplaires. Et on devait les mettre dans des pots, dans 4 pots de fleurs. Des petits paniers. Dans des petits paniers. Enfin, dans un truc. Dans le bousin, là. Et le but, c'était d'essayer de se rappeler si cette fleur avait déjà été mise dans le panier. Et il fallait pas la remettre, justement. Enfin, il fallait éviter. Il y avait un système de bluff, justement. Donc là, Nayad, il nous refait les illustrations. Et plutôt que mettre des fleurs, parce que lui, il le sentait pas trop, il nous met des masques... ça s'appelle comment, là les... Kabuki. Kabuki, je crois. Les masques japonais. On va faire en personne. Ah bah si, Irina. Allez, un 1. On va le piocher d'abord. Le 6ème, c'est Yardmaster. C'est un jeu américain de Steven Aramini, qui est édité par Crash Games, qui est un éditeur que vous connaissez peut-être, puisqu'ils ont fait Council of Verona, qui a été traduit par Ferti sous le nom de Veron, qui est un excellent jeu que je vous conseille. Oui, chez Philibert et le collector en plus. Et donc on est des Yardmasters, on doit remplir les wagons avec des marchandises. Derrière, il y a un système assez malin, presque de domino, où quand on va récupérer des wagons, si je récupère un wagon de 1 violet et que je le mets au bout de mon train, derrière je pourrais soit mettre un nouveau wagon de 1, il y a 5 couleurs en tout, il y en aura 4 dans l'édition française d'ailleurs. Si je récupère un nouveau wagon de 1, il va pouvoir aller à la suite de mon train. Tout comme si je récupère directement un wagon violet, quelle que soit sa valeur. Mais si je récupère un wagon 3 rouge, je pourrais pas le mettre directement dans mon train. Donc il va y avoir cette idée de quel wagon je récupère à quel moment pour faire le plus vite le train le plus long du monde. Et ça fonctionne très très bien. On change également pratiquement complètement le thème, c'est-à-dire que des wagons de bétail et d'huile et de voitures, ça ne nous plaisait pas foncièrement sur le principe. On aime bien la version américaine qui est très très classe, avec ces illustrations très silhouettes, très noires, mais on l'a trouvé un peu trop sombre et un peu trop discriminante pour un public plus familial. Donc on est allé vraiment à un truc différent. Donc dans notre version qui n'a pas encore de nom pour le moment, qui s'appelle le jeu des trains, on jouera un maître loyal qui remplit des wagons de cirque avec des animaux. Donc au lieu de jouer 4 cartes pétrole et prendre un wagon de 4 pétrole, je jouerai 4 cartes de tigre et je récupérerai mon wagon avec 4 tigres à l'intérieur. Ça arrive normalement autour du mois d'avril-mai. Mai 2015. Candy Chaser, c'est aussi un jeu japonais. Ouais. Qu'on va traduire, bien sûr, parce que si on le sort en japonais, personne ne l'achètera. Et on va également refaire l'intégralité des illustrations. On joue dans Candy Chaser des contrebandiers de bonbons. On a bien aimé le thème, donc on va le garder. Très très forte chance qu'on le garde. Donc on joue des contrebandiers de bonbons qui vont parier sur certains bonbons et sur la cote de ces bonbons-là, et qui vont ensuite se battre pour essayer de faire monter leurs bonbons en cote, jusqu'à la deuxième phase de jeu où on va dénoncer les méchants contrebandiers de bonbons qui sont nos adversaires à la police. Mais si on fait des fausses accusations, c'est nous qui irons en prison. Concrètement, comment ça va se passer? Assez simplement, je vais peut-être montrer un peu le matos. Et chez Philibert, on est quand même vachement bien reçu. On a un plateau. Donc un plateau, il y aura des bonbons. Ça devrait ressembler sensiblement à ça. On aime beaucoup les petits cubes en plastique, donc ça devrait ressembler à ça. Et à son tour de jeu, après avoir obtenu une carte d'identité secrète qui est le bonbon sur lequel il a parié, le joueur assez simplement lance le dé qui a 6 faces, 2 faces qui sont on va faire reculer un bonbon et 4 faces qui vont faire avancer un bonbon. Donc je me dis ok, j'avance n'importe quel bonbon de mon choix, sachant que je dois pas me faire capter par les autres sur mon identité secrète. Donc si j'avance le jaune, par exemple, les autres ils vont se dire peut-être qu'il est jaune, mais ça peut être du double guessing, du triple guessing, et du contre-bluff, tout et n'importe quoi. Dès que certains bonbons auront atteint une configuration de cet acabit, chaque joueur va avoir l'opportunité de faire une dénonciation auprès d'un joueur. C'est là où le jeu a un petit truc assez intelligent et assez malin, c'est que je vais faire ma dénonciation
face cachée, sans annoncer « Eh, je pense que Ludovic il est bleu ». En fait non, je vais lui passer une carte où il y aura écrit bleu dessus, et ça sera à lui à me dire, toujours sans se dévoiler, si oui ou non il était bleu. Si j'ai raison, il est éliminé. Si j'ai tort, je suis éliminé. Donc c'est à moi de choisir si je décide de faire une accusation ou pas. Derrière, on va regarder sur le tableau quel bonbon est en tête. Si le joueur est toujours présent, il va gagner la partie. Sinon, on va regarder le deuxième bonbon et ainsi de suite. Parce que si toi t'arrives pas à détruire l'eau, ça sera. Tu m'en mets juste une en soutien, si tu peux. Ouais, faut avoir Ouais, le problème c'est ça. J'ai pas deux eaux. J'ai qu'une seule eau et je pense qu'avec mon eau je vais acheter ça. Parce que ça c'est pas mal. C'est 2 eaux pour l'acheter. C'est 2 eaux. Ah, The Big Book of Madness. C'est un jeu de deck building coopératif dans lequel on va jouer des magiciens, des apprentis magiciens, dans une école de magie. Et un jour, on se fait un peu chier en cours, on en a marre d'apprendre des petits sortilèges qui font vaguement volter des plumes et transformer de l'eau en vin. C'est pas forcément les plus intéressants. Et on a une légende. Ouais, de l'eau en vin, c'est pas mal. Ouais, Jésus il disait pas ça. Et il y a une légende dans notre université de magie, notre collège de magie, qui dit que dans la bibliothèque, il y a un livre interdit qui contient des savoirs incroyables, mais qu'il faut surtout pas l'ouvrir. Comme on est un peu neuneux, on se dit, ok, bah s'il faut absolument pas l'ouvrir parce qu'il y a des savoirs incroyables, on va y aller, on va l'ouvrir. Et bien sûr, la vie étant ce qu'elle est, on l'ouvre et dedans il y a des affreux monstres qui sortent avec pour but de nous casser la gueule à nous et à toute l'humanité. Derrière, on se retrouve à devoir combattre ces monstres qui sortent donc du Big Book of Madness, qui donne le nom au jeu, et on va devoir, de manière complètement coopérative, il y a vraiment, c'est un jeu de pure coopération, il n'y a pas de traître et il n'y a pas de moyen de retourner sa veste durant le jeu, réussir à réenfermer les X monstres, j'ai oublié le nombre. Les 6 monstres directement à l'intérieur des pages du livre, et cette fois-ci à jamais, tout en sortant tous grandis de cette expérience. Et comme cette vidéo dure déjà depuis bien trop longtemps qu'elle est mal filmée, je vais filmer Ludovic qui va donner le mot de la fin. Ludovic Papaïs. Vendredi prochain. Merci Ludovic. Alors, de rien Théo. C'est super bien. On fait pareil. Patrick, le gars de Crash Games, l'éditeur, c'est un gars sympa qui nous aime bien, pour une raison. Je sais.